Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Covid-19, une baisse du nombre de personnes contaminées est constatée au Mali. Le Mali a-t-il gagné la lutte contre cette épidémie? Les Maliens continuent-ils à respecter les mesures? À quand la fin définitive de cette pandémie au Mali? Le Grand Dialogue pose le débat avec comme invité professeur Akori Ag Ekinan, directeur de l'INSP et coordinateur de la riposte contre la Covid-19, qui a pourtant accordé son accord pour participer à ce débat, mais qui ne répond pas actuellement à nos téléphones. Cheikh Abdelkader Fofana, Association de consommateurs du Mali, ASCOMA, Mahamadou Diouara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa. Je suis Imrana Kilomega. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La situation de Covid-19 au Mali, quel est le regard des Maliens par rapport à cette épidémie au Mali, Monsieur Fofana? Merci de l'invitation. Et j'ai beaucoup apprécié ton mot pour utiliser que est-ce que c'est à tendance à disparaître au Mali? Mais espérons beaucoup. Mais pour le Mali, c'est pas le Mali sûr. Il faut aussi que ça disparaisse d'autres pays. Sinon, si on ne l'éradique pas de la planète, on n'est pas à la vie. Ceci étant dit, pour répondre à ta question, la situation, moi je peux dire qu'elle est stable. Et là, c'est là que c'est inquiétant. On dirait le lion qui dort. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Espérons qu'il va continuer à dormir. Est-ce que les Maliens croient à l'existence de cette maladie? Les Maliens ne croient pas beaucoup à l'existence de cette maladie. Et pourquoi? Ils ne croient pas beaucoup. C'est dû, moi, je pense d'abord aux politiques qui se sont exprimés. Les premiers politiques, on a vu, c'est eux qui ont déclaré qu'ils ont le Covid. Les gens ont trouvé ceci pour des trucs d'élection. C'est comme si on voulait donner une connotation politique à ça. Les gens ne croient pas beaucoup. Et deuxièmement, on a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Les gens ne mesurent pas très bien la portée de la maladie. On dirait qu'ils ne suivent pas la presse, ils ne suivent pas les télés. Et je crois beaucoup plus à ça parce que dans le milieu où j'ai été, je vois chaque fois qu'on en parle, les gens zappent. Ils zappent, ils vont sur une chaîne. Dès qu'on commence à montrer, ils vont. Et ensuite, peut-être sur l'affiche, on arrivera. Il n'y a pas assez d'informations sur la maladie pour les consommateurs. Et surtout dans leur langue. 0 cas positif lundi 20 juin dernier enregistré au Mali. Est-ce qu'on peut dire que le risque a été évité? Merci beaucoup. D'abord, il sied de noter que le Mali a été l'un des pays les plus proactifs pour faire face à la pandémie. L'alerte est partie du ministère de la Santé du Mali bien avant que dans des pays comme la France et l'Italie, on commence à prendre cette pandémie au sérieux. Donc cela dit, nous avons aussi le mérite au Mali d'avoir un dispositif permanent de lutte contre ce type de phénomène. Depuis la situation de Ebola, ce dispositif permanent existe au Mali et il est définitivement en alerte. Donc la pandémie est venue trouver le dispositif sanitaire du Mali opérationnel pour faire face à une telle situation. On a connu quelques sueurs froides lors de l'entêtement du gouvernement à organiser quand même les élections législatives malgré les mesures qui avaient été annoncées par le Conseil supérieur de défense de la nation. Ensuite, les manifestations du M5 sont venues carrément changer le sujet à l'ordre du jour. Et on a comme l'impression que les Maliens ont décidé d'assassiner le Covid par la révolution. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres que nous avons sont à contrario de tout ce à quoi on aurait pu s'attendre. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans une phase de l'hivernage où la pluviométrie réunit les deux conditions qui auraient pu permettre au virus de se propager au Mali, c'est-à-dire le degré d'humidité et la baisse des températures. Donc, malgré tout ça, on se rend compte quand même que le nombre de cas décelés est presque zéro.
Donc, ça nous amène à nous poser une deuxième palette de questions. La première, c'est de savoir, est-ce que les dépistages ont lieu? Est-ce que le dispositif de dépistage est crédible? Est-ce que les dépistages se font partout? Parce qu'une chose est de ne pas avoir de cas, une autre est que des cas ne soient pas existants. Parce qu'on a constaté ces derniers temps beaucoup de décès inexpliqués. En milieu jeune comme dans d'autres milieux, des gens qui sont bien portants, qui reviennent du sport, qui ont un malaise quelque temps et puis qui décèdent. Il y a eu au moins 5 cas différents de gens connus qui sont visiblement en bonne santé, Donc vous croyez mais que qui s'en serait vont lié, comme ça. Vous croyez que ça peut être lié Je avec... n'écarte pas la possibilité que ça y soit lié parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que la mort intervient de façon naturelle sans cause. Voilà. Alors, comment peut-on expliquer cette baisse de contamination alors qu'on s'attendait après la fête de Tabaski, à une explosion, la fête de Ramadan, à une explosion, également les manifestations du 5 juin, du 16 juin, ainsi que les dernières manifestations. Comment peut-on expliquer cette baisse? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord on se pose un certain nombre de questions. Est-ce que le dispositif est en train effectivement de faire le dépistage partout? Parce que le dépistage sur le Covid, je ne pense pas que tous les centres aient la capacité de faire le dépistage et de le faire correctement. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est de se poser des questions sur l'efficacité de la fermeture des frontières. Parce qu'on sait que les frontières ont été fermées. À partir d'un certain moment, toutes les personnes qui rentraient dans le pays passaient sous quarantaine, sous observation. Donc peut-être que ces dispositifs qui ont été mis en place ont permis de filtrer l'entrée de nouveaux cas de maladie. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de tomber dans le piège de croire que le Mali a vaincu la maladie parce qu'on en est loin. La maladie est autour de nous, elle est dans le monde, elle continue de circuler. Si nous baissons la garde, eh bien, elle risque de nous envahir de façon abondante. Donc, il faut que nous restons vigilants. Nous rentrons dans la phase la plus intense de l'hivernage. L'humidité va être forte, la baisse des températures va être forte. Les risques peuvent être là pour que la maladie se propage, surtout qu'à ce moment, les citoyens maliens sont de moins en moins prévenants et respectent de moins en moins les règles de distanciation sociale. Monsieur Fofana, cette baisse de taux de contamination a-t-elle un lien avec le respect des mesures barrières, malgré que vous avez dit tout à l'heure que les Maliens ne croient pas à cette maladie? Pourtant, il y a certains qui respectent ces mesures barrières. Bon, effectivement, comme il a dit, le Malien est en train de baisser la garde. Baisser la garde, est-ce qu'on peut dire qu'il a même relevé la garde? Mais vous voyez, c'est comme si vous conduisez une voiture, vous arrivez, vous avez un panneau devant vous qui vous dit « virage dangereux ». Et dès qu'on aborde le virage, on a l'impression que c'est fini. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs importants qui font peut-être que la maladie n'est pas très bien connue chez nous. On ne le dit pas assez. La première des choses, c'est que les voyages sont arrêtés. Et du coup, le Malien, la source de contagion, si on prend l'Europe, la source de contagion est que les premiers qui ont été contaminés sont venus d'un certain nombre de pays. Ils ont apporté la maladie. Est-ce que ces facteurs sont présents sur nous? Je ne suis pas très sûr. La deuxième chose, ce n'est pas pour faire référence à notre comportement habituel, mais quel est le Malien qui ne se lave pas les mains au moins 5 fois par jour? Au minimum. Sinon 8 fois. Les 5 fois pour faire tes ablutions et les 3 fois pour manger. Donc se laver les mains, c'est une habitude chez le Malien. On ne nous l'apprend pas assez. Même quand, à un moment, un président avait institué le lavage des mains, qui est aussi resté dans la tête des enfants. Donc je crois que du point de vue propriété, le Malien n'a pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Parce que quoi qu'on fasse, on n'est jamais loin de l'eau. Donc, cette attitude, si c'est ça qui permet de ne pas avoir la maladie là, je pense qu'il est assez ancré sur nous. Vous avez dit tantôt les gestes barrières. Les gestes barrières, moi je trouve qu'on a eu très souvent au niveau de la SCOMA à redire des choses sur les gestes barrières, notamment au niveau de 2 points. Quand on s'essuie les mains avec le mouchoir après les gestes, on les jette. Il n'y a pas de poubelle chez nous. Ou les masques, quand on les utilise, on les jette. Donc, s'il devait y avoir contamination, ce serait peut-être à ce niveau.
Et aussi, pour dire pourquoi, enfin, pour expliquer un peu pourquoi ça ne se propage pas, c'est que les Maliens ne sont pas très habitués aux embrassades. C'est pas très fort chez nous. Et même si c'est chez nous, c'est dans un couple. Parce que quand vous entrez dans la maison, vous saluez les gens, vous saluez les parents. Vous restez en salam alek pendant 5 bonnes minutes sans d'abord même se donner la main. Les points de rencontre, c'est peut-être les mariages. Et même là, les embrassades, c'est vraiment peut-être les mariés. Donc, je ne vois pas les conditions de transmission réunies pour permettre la propagation de cette maladie. Alors, quel a été l'impact de la COVID-19 sur les Maliens? L'impact a été un peu le fait que les gens, comme dans tous les pays, on a été tous renvoyés chez nous. On a arrêté tout ce qu'on faisait ensemble. On a diminué, tout ce qu'on faisait ensemble. Je connais beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller dans la mosquée parce qu'ils se disent qu'au niveau des mosquées, il peut être facile d'attraper. Parce que quand on se bête, le processus de prière fait que de la morve ou de la salive peut rester. Donc, les gens ont commencé à prier plus à la maison ou à utiliser leur tapis, comme on le voyait à la télé au niveau de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le fait que la prudence, quand on a commencé à voir les premiers cas, les gens se sont dit, mais si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est rué sur les trucs alcooliques, tout ce qu'on trouvait dans les pharmacies, les Nivaquine, les aspirines. Sans chercher à comprendre, les gens se sont dit que c'est ça la solution. Donc du coup, même si c'est ça la solution, ils ont pris de la distance par rapport à ça. Et j'ai vu dans des grains où on demande à chacun d'amener son verre à thé. C'est-à-dire que tu es servi dans ton verre à thé. Donc c'est une prudence elle-même qui s'est installée sans que le Malien ne voit la maladie. Parce qu'il y a des gens avec qui on a discuté, mais il dit, est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu as vu un cas comme ça? Donc le Malien, naturellement, quand tu lui dis quelque chose, il est résistant. Il commence à dire, mais est-ce que c'est vrai? On met le doute. Et celui qui, quand tu parles, celui qui te répond comme ça, s'il n'a plus de voix, les gens l'écoutent plutôt que toi. Même si toi, tu l'as vécu. Ensuite, on a dit que c'est 0 cas. Mais moi, je voudrais bien savoir cette statistique-là. Et ça prend en compte seulement les gens qui viennent dans les hôpitaux où ils ont fait des investigations pour savoir réellement. Parce qu'il a dit beaucoup de gens meurent dans les maisons, qu'on n'amène pas à l'hôpital. Parce que dès que vous commencez à tousser, on parle de Covid, les gens refusent de sortir pour aller vers les hôpitaux. Donc je pense qu'il faut, comme il l'a dit au début, pousser la recherche et l'investigation pour établir réellement que c'est 0 cas. C'est notre choix à nous tous. Mais c'est vraiment très rassurant pour moi, consommateur. Monsieur Diouara, est-ce que la pandémie a apporté un changement de comportement chez les Maliens? Okay, merci beaucoup. Oui, changement de comportement sans doute, qui pourrait même en partie expliquer au moins le faible nombre de cas. Parce que qu'il y ait 0 cas ou pas, ce qui est certain, c'est que le nombre de cas connus doit être nécessairement faible. Sinon, on ne pourrait pas dire qu'il y a 0 cas. C'est évident. Mais quand on regarde, je vous ai dit au départ que le Mali a anticipé. Nous avons été les premiers à porter l'alerte. Ensuite, le Mali a pris un certain nombre de mesures. Et comme vous l'avez dit, depuis la pandémie la pandémie de Ebola, certaines mesures étaient installées. Mais avant Ebola, déjà, les épidémies de choléra que nous avions connues dans les années, à peu près 10 ans de cela, ont laissé aussi un certain nombre de pratiques derrière elles qui renvoient, n'est-ce pas, à l'hygiène, surtout vis-à-vis des déchets liquides. Donc, les risques de contagion à travers les liquides. Donc, du coup, ces habitudes, ces bonnes habitudes ont pu concourir, n'est-ce pas, à affaiblir cela. D'autre part, on voit par exemple le degré auquel les Maliens se sont livrés à l'utilisation des gels hydroalcooliques. Donc, il y a eu beaucoup d'utilisation des gels hydroalcooliques de la part des Maliens, toutes catégories confondues, qui a pu jouer. Mais un élément important sur lequel je voulais intervenir, c'est peut-être le potentiel de résistance immunitaire du peuple malien. Parce que c'est quand même une population qui a subi plusieurs vagues de nivaquinisation, et qui a été fortement alimentée par la chloroquine. Peut-être que tout ceci peut avoir contribué à nous rendre davantage résilients face à la maladie. Mais bon, je laisse l'appel entrer. On me signale que professeur Akori est en ligne. Professeur Akori, bonjour. Oui, je dis bonjour.
Alors, professeur Akori, nous sommes déjà dans le débat aujourd'hui. Quelle est la situation de Covid-19 au Mali? Bon, aujourd'hui, nous sommes en termes de nombre de cas, 2474 cas, 112 décès, ce qui fait un taux de létalité par rapport aux structures de prise en charge de 2,9% et de 4,9% globalement. C'est-à-dire si on comptabilise les décès qui ont eu lieu dans les formations sanitaires, ça c'est 2,9% et l'ensemble des décès, y compris les décès qui surviennent en dehors des formations sanitaires. Et nous avons un taux de guérison de 74,9%, donc près de 75%. Voilà un peu la situation. Est-ce qu'il y a des cas enregistrés aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, on a juste 2 cas. Dans le district de Bamako, commune 5 et commune 6, un cas. Hier, nous avons enregistré 0 cas. Est-ce qu'on peut dire que le Mali, le risque a été évité au Mali? Bon, je pense que c'est une épidémie qui est assez nouvelle. Il est extrêmement difficile de se prononcer de façon définitive. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes dans la défervescence épidémique. Ça veut dire que l'épidémie est en train de régresser au Mali. Aussi bien à Bamako que dans les autres zones. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a eu un ratissage assez important, non seulement des cas, mais aussi des suspects au niveau de l'épicentre qui était Bamako. Ça, c'est le premier cas. Et nous avons, à l'aide du laboratoire mobile, nous avons été à Tombouctou pour effectivement faire un ratissage assez large. Et nous nous apprêtons dès demain à envoyer le laboratoire mobile à Mopti. Après Mopti, il ira à Gao. Donc ça, c'est des facteurs qui ont fait que la maladie est en train de diminuer. Mais j'ai dit, nous devons être prudents, extrêmement prudents. Nous sommes bientôt, d'ici le 25, les aéroports vont être ouverts. Et si je fais les statistiques par rapport au nombre de personnes que nous avons reçues par voie aérienne, c'est près de 3500 personnes. Et sur les 3500 personnes, nous avons enregistré 58 cas positifs. Et nous avons remarqué que ce sont ces derniers moments que nous commençons à enregistrer des cas positifs parmi les voyageurs qui viennent par voie aérienne et quelquefois terrestre. Vous avez dit que l'ouverture des frontières. Vous avez dit tout à l'heure que... Allez-y. Oui, vous avez dit. Ouais, vous avez dit tout à l'heure que les frontières aériennes seront ouvertes à partir du 25 de ce mois. Est-ce que des dispositions sanitaires ont été déjà prises au niveau du ministère? Je n'ai pas dit qu'elles vont être ouvertes le 25. La décision n'est pas prise, mais on vient de finir une réunion ce matin où, effectivement, le Premier ministre a instruit l'ouverture dans la semaine. Donc, moi, j'ai pris le dernier jour, certainement vers le 25. Mais nous sommes prêts, effectivement, nous nous apprêtons à faire face à cela. Les dispositions, c'est renforcer notre système de surveillance au niveau de l'aéroport parce qu'on aura suffisamment de passagers, mettre des équipes de prélèvement directement au laboratoire, des équipements pour la décontamination des marchandises directement à l'aéroport. Donc, ça veut dire que nous allons renforcer le système de surveillance au niveau de l'aéroport. Et nous sommes en train de nous préparer aussi pour renforcer le système de surveillance au niveau des ports d'entrée terrestres. Parce qu'après l'ouverture des ports d'entrée aériennes, certainement, les voies terrestres aussi vont s'ouvrir. Donc là, nous sommes déjà dans ce dispositif de riposte par rapport à l'éventualité de l'ouverture carrément du pays, que ce soit par voie terrestre ou par voie aérienne. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de contamination alors qu'on s'attendait après la fête de Ramadan, les mouvements du juin et du juillet également? Comment peut-on expliquer cette baisse-là pendant que les gens s'attendaient à une explosion du taux de contamination? Bon, on s'attendait à beaucoup de choses en Afrique. On a prédit l'hécatombe en Afrique. Ils oublient la jeunesse de la population africaine. Ils oublient le mode de vie en Afrique, où les gens ne vivent pas confinés comme en Europe. Ils vivent le plus souvent dans la rue,
Donc il y a déjà une certaine distanciation physique, même dans leur domicile. Souvent c'est dans la cour. Donc or on sait que la transmission est beaucoup plus intense en milieu fermé. Donc ça aussi c'est certainement des avantages liés à l'Afrique. Deuxièmement, nous avons été très proactifs. Dès le point de départ, nous avons intensifié le système de surveillance épidémiologique. C'est pourquoi nous avons été l'un des derniers pays en Afrique, et en particulier Afrique de l'Ouest, à enregistrer des cas. Notre cas, c'est le 25 mars 2020. Donc, et deuxièmement, nous avons commencé à tester non seulement les cas, mais aussi les cas contacts. Et donc ça nous a permis de ratisser assez large. Il faut dire que nous sommes à près de 20 000 prélèvements que nous avons réalisés. Donc, c'est vrai qu'il y a des zones qui ne sont pas encore touchées du pays, parce que sur les 75 districts sanitaires que compte le Mali, 35 seulement ont été affectés par la maladie. Donc, notre système de veille, notre système de communication, même s'il faut toujours continuer à renforcer la communication, certainement nous ont permis d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. D'accord. Alors, Mamadou Diouara, ces explications que le professeur Akori vient de donner suffisent-elles pour expliquer la baisse du taux de contamination au Mali? Ces explications ont au moins le mérite d'être pertinentes. Il faut le reconnaître. Et je le disais tantôt, le Mali est un des pays qui a été les premiers à donner l'alerte. Nous avions un dispositif préexistant qui a été rapidement activé avec toute l'attention de l'État, une forte communication et des mesures fermes qui ont été prises. Même si à un moment donné, le gouvernement est allé outre ces mesures et a quand même engagé un certain nombre d'actions à contrario, peut-être avait-il des raisons fondées d'aller vers ça. Peut-être qu'il savait du moins que ça n'allait pas avoir un effet de propagation. Nous, on en était davantage pessimistes, mais les faits ont fini par leur donner raison si on s'en tient aux résultats qui sont là aujourd'hui. Il faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître. Donc pour moi, c'est un bon indicateur. Mais je voulais quand même demander au professeur Akori, s'il est toujours en ligne avec nous, quel est le traitement qui est... On va y arriver. On va y arriver. Monsieur Fofana, hier lundi, on a enregistré 0 cas. Aujourd'hui, le professeur Akori vient de dire que le Mali a enregistré 2 cas positifs dans le district de Bamako. Est-ce un ouf de soulagement pour les citoyens lambda? Oui, je crois que c'est un ouf de soulagement. Et le professeur a tout dit. Je connais bien l'homme et je l'ai suivi depuis très longtemps, depuis qu'il s'occupe d'autre chose qui n'est pas ça. Et j'avoue que la célérité avec laquelle ils ont eu à prendre le mal à cœur, ce n'est pas surprenant que tout ceci se soit passé. Mais on a bénéficié d'un certain nombre de facteurs, on l'a tous dit, c'est notre environnement, c'est notre comportement. Et le mal, c'est ce qui vient à nous. L'avion, c'est les produits qui viennent. Alors, je pense qu'il a déjà dit, ils sont en train de prendre des dispositions pour circoncire cela. Mais au niveau de la communication, c'est là que moi je trouve que ce n'est pas très très bien, si on peut le renforcer. Je donne un petit exemple. Quand vous appelez quelqu'un sur le téléphone, avant que l'interlocuteur ne prenne le téléphone, vous avez un message Covid. Alors, je trouve que c'est bien. Mais ça aurait été mieux si l'opérateur économique lui-même mettait ce moyen à la disposition de la population. Il y a des moyens avec lesquels il peut participer. Vous arrivez par exemple à des réunions où on vous dit de porter des masques, vous n'avez pas de masque. Vous arrivez dans un service, un bureau, au niveau d'une banque, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas un masque. Nous allons y arriver à ce masque-là. Professeur Akori, oui. Le Mali, vous venez de dire, le Mali a enregistré hier 0 cas, aujourd'hui 2 cas. Le cas de contamination baisse, également le cas de décès baisse et les cas de guérison augmentent. Quel traitement est utilisé pour les soins? Bon, le traitement, c'est celui qui est utilisé au plan international. C'est clair que la chloroquine associée un antibiotique, c'est aussi simple que ça.
Et puis, bien sûr, un élément important, c'est l'assistance aussi respiratoire pour les cas sévères. Il faut dire que dans cette maladie, on a la chance que pratiquement c'est 1 cas sur 10 seulement qui a besoin d'assistance respiratoire. Et donc, dans les différentes structures de prise en charge, nous avons quand même un dispositif, même si on n'en a pas suffisamment pour tous les districts sanitaires, parce que cette épidémie devrait permettre au pays de renforcer son système de santé. C'est-à-dire d'équiper les structures, peut-être une opportunité pour équiper toutes nos formations sanitaires de moyens vraiment de diagnostic et de prise en charge. Donc nous voyons que nous avons commandé pas mal de respirateurs. La plupart ne sont pas encore arrivés. Nous avons eu, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a eu la présence d'esprit pour tout ce qui est équipement, de dire aux partenaires eux-mêmes de payer et nous le faire parvenir. Et vous voyez que depuis que nous avons élaboré notre plan de riposte, pratiquement depuis le mois de février-mars, jusqu'à présent, ces équipements tardent à venir. Si c'était le pays, on allait dire, voilà, on a donné les ressources au pays, il n'est pas arrivé à se procurer ces équipements. Parce qu'on sait bien qu'au plan international, c'est des équipements qui sont demandés par tout le monde. Donc ça, c'est le fait que, effectivement, nous avons une population jeune, ça c'est un élément important aussi, mais nous constatons que la plupart des cas de décès sont liés à des comorbidités et des personnes âgées de plus de 65 ans. 38 à 39% des cas de décès, c'est lié à l'hypertension artérielle et ensuite le diabète, ensuite l'hypertension artérielle ou l'association diabète-hypertension artérielle. Donc ça veut dire que les comorbidités sont des éléments importants. Et je voudrais préciser quelque chose d'extrêmement important. Le Mali a été dans la transparence par rapport à cette épidémie, contrairement à beaucoup de pays africains. Nous enregistrons tous les cas de décès où qu'ils surviennent. Qu'ils surviennent en milieu communautaire, dès qu'il y a un décès, nous mettons le décès dans un sac mortière et nous attendons le résultat du test avant de procéder à l'inhumation. S'il est positif, c'est une inhumation sécurisée. Les cas contraires, on les donne aux patients. Donc, c'est ce qui a augmenté le taux de létalité au Mali. Les autres n'enregistrent que les décès qui surviennent dans les formations sanitaires. Or, ça c'est extrêmement important sur le plan épidémiologique parce qu'un patient décédé de Covid, tous ceux qui vont le manipuler vont être infectés et ça permet de répandre la maladie. Alors, qu'en est-il du traitement Covid organique? Bon, ça c'est un gros débat dans lequel ce n'est pas utile. Moi, je suis scientifique avant tout. Nous sommes des Africains. Nous utilisons pour la plupart la médecine traditionnelle, mais il faudrait qu'elle prouve. Nous voyons aujourd'hui que même le traitement proposé qui a été initié à Madagascar commence à avoir de véritables limites. Donc nous, on est tout à fait d'accord qu'un médicament soit testé, validé, parce que vraiment sur le plan humain, on ne peut pas tester un médicament à large échelle. Si c'est à petite échelle, on peut comprendre, mais à large échelle, sans qu'il ne prouve son efficacité, son inéquité et sa tolérance. Et donc ça, il faut quand même, et puis connaître le principe actif. Ça aussi, c'est un élément important. Quelles sont les indications, les contre-indications, les effets secondaires, etc. Sinon, en tout cas pour le Mali, comme la plupart des pays, n'ont pas souhaité, en tout cas, rentrer dans ce processus. Monsieur Fofana disait, Abdelkader Fofana de l'ASCOMA disait tout à l'heure que pour que les Maliens puissent respecter les mesures barrières, il faut que les Maliens aient un masque. Qu'en est-il du projet Un Malien, un masque? Est-ce que chaque Malien a reçu son masque? Bon, moi je pense qu'il faudrait que les gens analysent cette proposition qui a été émise lors du deuxième Conseil supérieur de la défense par le président de la République pour dire qu'il faut que chaque Malien ait un masque. Est-ce que ça voudrait dire que le Mali va offrir à chaque Malien un masque? Ou est-ce que ça voudrait dire que chaque Malien devrait se procurer un masque? Ce qui est sûr, certains services ont été invités, des partenaires ont été invités, des collectivités même territoriales ont été invitées et au niveau local à fabriquer des masques et les distribuer. Nous avons été à Gao, nous avons été à Kidal, nous avons été à Tombouctou, nous avons vu des expériences où les gens ont, fabriqué eux-mêmes des masques et les mettre à la vente.
Certains ont été appuyés par le ministère de la Santé, parce que c'est une bonne expérience pour que le coût soit abordable. Parce que si nous voyons le coût, souvent ça fait 500 francs, 200 francs, 100 francs, extrêmement important. Donc, le plus important, c'est que les gens puissent se protéger et protéger leur entourage. Et donc ça, c'est à travers l'utilisation du masque. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été défini. Et donc, je ne saurais vous dire, est-ce que ça voudrait dire que l'État allait donner les masques ou pas? Nous, ministère de la Santé, nous nous préoccupons effectivement que la plupart des gens soient protégés. Et chaque fois que nous avons des masques qui nous sont donnés, nous essayons de les distribuer. Et prioritairement au personnel de santé, parce que c'est celui qui est le plus en première ligne, qui est le plus exposé. Et ça, ce sont les masques médicaux qui sont beaucoup plus protecteurs que les masques lavables et réutilisables. Monsieur Diawara, le président de la République avait annoncé que chaque Malien aura un masque. Comment peut-on expliquer jusqu'à ce jour où les Maliens n'ont pas reçu leur masque? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut légitimement se poser la question, mais on doit aussi se rappeler que avant le démarrage des événements que nous connaissons dans le pays qui requièrent toute l'attention du président, presque, beaucoup d'efforts avaient été faits dans la production des masques, à la fois l'importation que la production locale. Maintenant, après, peut-être là où le défi se trouve, c'est la distribution. Mais pour moi, le concept un Malien, un masque est un concept plus politique que technique, pour la simple raison qu'un masque ne suffit pas pour un Malien. Un masque a une durée de vie. À un certain moment, il faut le changer. Donc, un Malien, un masque, c'est une mesure pour 4 heures d'un jour. Il faut aller plus vers une autre culture, celle de la protection. Il y a d'autres mécanismes qui auraient pu être valorisés, par exemple le port du turban, le port du voile par les femmes. C'est autant d'autres mesures qui peuvent naturellement nous protéger. Et comme M. Fofana l'a dit, et le professeur Akouri est venu là-dessus, notre culture dispose de ressorts efficaces dans le cadre de la lutte contre cette maladie, qu'on aurait pu, n'est-ce pas, activer et valoriser. Et ça aurait même pu créer des chaînes de valeur économique, parce que si on valorise le turban, les fabricants vont avoir un peu d'argent. La chaîne de distribution aussi, ainsi de suite. Monsieur Fofana, est-ce que si chaque Malien a reçu un masque, les Maliens vont porter ce masque-là? Ils vont le porter, mais moi je voulais en venir d'abord au slogan. Je refuse de croire que ce soit un slogan politique. Un Malien, un masque, dans notre compréhension, c'est un masque qui devait être donné à chaque Malien. C'est parti de quoi? C'est la Chine ou quel pays qui a offert des millions de masques au Mali. Et le discours est venu à partir de là. Alors donc on ne peut pas comprendre qu'il y ait autant de masques et qu'on ne le distribue pas aux gens. Je ne comprends pas du tout. Je refuse que ce soit un slogan politique. Je crois que ça a été compris comme cela. Et le professeur a dit un mot, il faut que j'essaie de dire qu'on peut payer à 200 francs. Non, 200 francs, ça c'est les comptes poussières. Hein. Ça ne cache que la bouche ou le nez. Ce n'est pas un masque. C'est juste on vend au bord de la route. Le tissu n'est pas adapté et on ne peut pas le porter pendant plus longtemps. On le porte juste pour rouler. Je crois que ce n'est pas ça. Et puis un masque doit être validé d'abord. Je me rappelle en son temps, l'ESCOMA a eu appelé les services du professeur Akouri, que je salue au passage. On a beaucoup échangé. On leur avait même proposé comment on peut démarcher un certain nombre de structures pour essayer, de faire travailler les artisans, les tailleurs, sur les masques. Et comment ça doit être fait? On allait sur le net, on a essayé de prendre des modèles de masques pour essayer de rencontrer les services de l'INSP pour voir dans quelle mesure on peut essayer de vulgariser ce processus-là. Comment on le fait? En passant par les pays, qui sont là pour nous aider, l'Union européenne, etc., ou les gens de bonne volonté. On a vu Alfadi qui est passé un moment, qui a essayé de prendre les couturiers pour faire. Et je crois même qu'on a, à la télé, on a dit qu'il y a 1 million de tailleurs ou quoi seront recensés pour fabriquer des masques pour les gens. Donc je ne peux pas comprendre que ça ne soit pas un Malien, un masque. C'était bien le mot. Bien le mot, c'était prévu. Professeur Akouri, M. Fofana dit qu'il ne peut pas comprendre que c'est un slogan politique, un Malien, un masque, et que chaque Malien n'a pas eu son masque. Comment expliquez-vous cela?
Bon, moi, je suis technicien, je reste technicien. Je suis scientifique et je reste scientifique. Je dis et je répète, c'est que ce qui nous importe, nous autres qui avons la charge de riposter contre cette épidémie, c'est de faire en sorte que la plupart des Maliens se protègent, respectent les mesures barrières pour réduire la transmission de la maladie et voire la vaincre. Donc, c'est notre souhait que chacun puisse effectivement disposer d'un masque. C'est vrai, lorsque le président a évoqué ça, il y a certains départements, le ministère du Commerce a fait des milliers de masques sans effectivement passer par nous. Comme on l'a dit, nous, quand même, on peut voir un peu la qualité du masque, même s'il n'a pas la qualité des masques FF2 qui protègent contre les virus à 95 à 98% des cas, mais quand même, ça permet d'éviter, n'est-ce pas, le rejet de flux sur votre interlocuteur. Mais il y a des conditions, il faut que le tissu soit doublé, surtout au niveau latéral, et que effectivement ça recouvre aussi bien le nez que la bouche. Donc quelqu'un avait dit qu'on pouvait faire appel aux mesures traditionnelles. Si vous vous rendez compte, tous les vendredis, moi j'ai mon turban doublé, et ça me permet effectivement de ne pas toujours porter le masque, mais je peux mettre 15 jours dans la semaine. Mais je vais dire que nous, ce qui nous importe, effectivement, c'est que les gens auraient pu créer et profiter de cette initiative pour favoriser des petites et moyennes entreprises pour fabriquer et vendre ces masques-là au Mali. Je crois qu'au Mali, c'est l'un des rares pays où tout est gratuit, aussi bien la prise en charge, le dépistage. Le dépistage, c'est tout à fait normal, c'est dans le cadre du règlement sanitaire international. En cas d'épidémie, c'est une responsabilité régalienne de l'État, ça c'est clair. Mais nous voyons que les gens qui viennent de l'extérieur, le dépistage est fait en entrée et ça coûte cher, les tests. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous nous questionnons même pour l'ouverture des frontières s'il ne faut pas, en tout cas, rendre les tests payants pour ceux qui sortent, parce qu'ils auront besoin d'un certificat pour être acceptés dans certains pays d'accueil. Au regard de la baisse de contamination, est-ce que le risque est réel aujourd'hui au Mali? Non, le risque, il est réel. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Le risque, il est réel. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont porteurs sains. Des gens qui sont porteurs de virus, qui sont sains. Donc, ils transmettent, mais ils ne présentent aucun signe clinique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Tous les gens qui présentent un signe d'appel, c'est ce qu'on appelle les cas suspects, ils sont dépistés et tous leurs contacts sont effectivement aussi testés. Mais il y a des gens qui ne présentent aucun signe, des mecs qui sont porteurs du germe et qui le transmettent. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un ratissage aussi bien à Bamako. Nous avons déjà fait le protocole pour faire un grand ratissage comme on l'a fait à Tombouctou pour le district de Bamako. Effectivement, lors de votre dernier passage ici à Studio Tamani, vous avez dit en ces termes, dès la semaine prochaine, nous allons faire un screening au niveau de l'ensemble du district de Bamako pour nous rendre compte est-ce que cette dévergence à Bamako est réelle. Quel est le bilan de cette étude aujourd'hui? Le bilan, l'étude n'a pas été faite, il y a un problème de ressources. Sinon, le protocole est prêt, tout est prêt, c'est problème de ressources. Sinon, c'est prêt. Parce que nous avons les réactifs, en tout cas la quantité de réactifs et de tests, pour l'instant, ça nous permet de le faire. Mais il faut des ressources financières pour engager toute cette batterie d'argent pour faire effectivement le dépistage dans tous les districts de Bamako. Et il y a une période qu'il faut faire, ce n'est pas pendant que les gens travaillent, il faut trouver des moyens vers le soir quand il rentre à la maison pour avoir plus de chances d'avoir les gens. Donc tout ça, ça a été étudié. C'est un problème de ressources financières. Sinon, le protocole, il est prêt, tout est validé. Si on a les ressources demain, le screening va être fait. Monsieur Douara, Akori parle tout de suite d'un problème de ressources financières, d'autant plus qu'on sait qu'il y a un fonds spécial qui a été dédié à la lutte contre la COVID-19. Comment comprendre que ce problème-là puisse se poser? Alors c'est quand même un peu étonnant parce qu'aujourd'hui, toute la priorité du gouvernement est orientée vers la lutte contre cette pandémie. Bon, on est à un niveau de résultat qui semble être relativement rassurant, mais pour autant, comme le professeur l'a dit, la menace est réelle. Donc je pense qu'il sied de lancer un appel aux autorités, de mettre davantage de moyens à disposition pour que ce que les techniciens estiment nécessaire puissent bénéficier des financements appropriés afin d'être effectifs. Sinon, ce serait très dommage
si on venait à se bloquer uniquement par manque d'argent. D'autre part, peut-être aussi, je ne sais pas, mais peut-être l'absence de gouvernement en place depuis un certain temps peut justifier un certain nombre de lenteurs ou de retards, parce que voilà, tout ça peut jouer, mais en tout cas, il faut impérativement que les moyens soient à disposition pour que tout ce que les techniciens estiment vraiment nécessaire puisse avoir lieu sans être entravé par le manque de ressources. Est-ce que les consommateurs, qu'est-ce que le consommateur pense quand cette situation se pose? Est-ce qu'il y a une volonté politique des autorités pour lutter contre cette pandémie, si ce problème-là se pose? Bon, je l'avais dit tantôt, cette volonté politique, j'avoue qu'on en parle, mais elle n'est jamais affirmée. Je vous ai parlé des masques. Même si je comprends le professeur, je suis d'accord avec vous, même s'il a dit que chaque Malien devait se procurer un masque, ce n'était pas le cas. C'était que ça devait être donné aux Maliens. Je vous rappelle aussi un effet d'annonce. Quand vous parlez qu'on a investi beaucoup d'argent dans le cas, mais on a parlé à un moment, je crois que c'était le chef de l'État, de 3 milliards 600 millions qui ont été affectés à la santé pour le problème du Covid. Mais je me rappelle jusqu'à une date récente que ces fonds n'étaient pas versés. Donc c'est souvent des aspects politiques. Mais vous voyez que tout ce qui est annoncé n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, on a beau les en vouloir, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui pêche. Et quand vous me dites que c'est parce que le gouvernement n'est pas en place, ça peut être une raison. Mais je pense que ce n'est pas la raison. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. Je veux poser cette question à Kori, professeur Akori. Professeur Akori, où se situe la responsabilité par rapport à ce manque de ressources financières? Bon, moi je pense qu'on nous a donné des ressources pour faire un travail avec un plan d'action qui a été validé par le ministre de tutelle. On a mis à la disposition, je me rappelle bien, le Premier ministre a mis à la disposition des ressources pour les hôpitaux. Si je m'abuse, c'était 100 millions par hôpital, je crois. Et on a mis à la disposition de l'Institut que je dirige 300 millions. Et avec un plan de décaissement précis dans le domaine de la coordination, dans le domaine de la communication, etc. Et là, ces ressources, lorsqu'elles sont utilisées, les justifs doivent être envoyés et nous avons envoyé les justifs. Nous attendons effectivement un réapprovisionnement. Et effectivement, les justifs ont été envoyés pendant que, effectivement, nous sommes dans cette crise de gouvernement. Il n'y avait pas, en tout cas, de ministères, des ministres en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que les ressources, en principe, ne devraient pas manquer. Je me rappelle, lors de la deuxième réunion du Conseil supérieur de la défense, le président de la République a dit que les agents de santé ne devraient manquer de rien pour faire face à cette maladie. Ça s'est fait pendant le Conseil supérieur de la défense, où nous étions en tant que comité scientifique. Vous dites que les agents le président a dit que les agents ne doivent pas manquer de ressources financières, alors qu'au niveau du point G, le syndicat du point G exige le paiement spécial des primes dédiées au coronavirus. Il y a même un sitting hier lundi. Oui, moi j'ai dit ce que le président de la République a dit. Moi je me contente de ce qui a été dit. J'ai dit effectivement que le président de la République a dit que le personnel de santé ne devrait pas manquer de ressources pour faire face à la tâche. Et il a remercié le personnel de santé qui vraiment se défoue à la tâche et il est en première ligne. C'est vrai que ces ressources, tous les services ont fourni les listes, mais jusqu'à présent, les ressources ne sont pas disponibles. Mais je ne sais pas expliquer, mais ce qui est important pour moi, c'est surtout les activités qui vont permettre effectivement d'éteindre rapidement la maladie. Et parmi ces activités, le personnel est clé. On va ouvrir les frontières tout de suite, mais il faut renforcer le personnel au niveau des aéroports. On va avoir près de 1500 passagers par jour. Et donc, il faut une équipe permanente. L'équipe qu'on avait au niveau de l'aéroport ne va pas suffire. Il faut qu'on ajoute des gens du service d'hygiène pour faire des contaminations systématiques des bagages. Il faut ajouter des laborantins qui soient là-bas en permanence pour faire les prélèvements des cas suspects, etc. Donc, ça a besoin de ressources. Mais nous attendons.
Monsieur Fofana, est-ce que la déclaration du président de la République est sincère quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui? Bon. Je ne peux pas dire que ce n'est pas sincère, mais il n'est pas vérifiable. Il n'est pas vérifiable. Et je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Par rapport à ce que le professeur Akori vient de dire, on ne peut le rapprocher que sur le plan de la technicité, sur le plan de leur expérience, sur le plan de leur connaissance. Ça, on peut leur demander, leur poser la question. Où est-ce qu'on en est? Quel traitement ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais par rapport aux finances, ils attendent les finances. J'ai dit, c'est 3,6 milliards qui ont été annoncés. Mais ils viennent de dire qu'ils ont eu 300. Il y a eu 100 millions par là, 100 millions par là. Ceci étant dit, on ne peut pas... Excusez-moi. En 10 secondes. Bon, en 10 secondes. C'est juste pour dire qu'on parle plus qu'on ne fait. Et la santé n'est pas ça. Et moi, je pense très bien qu'au lieu d'annoncer ça au Conseil supérieur de la défense, il doit y avoir un Conseil supérieur de la santé. Comme dans tous les pays qu'on a vus, c'est un problème qui se gère au niveau de la santé, mais ce n'est pas au niveau de la défense. Mahamadou Diawara, quelle réponse pour les personnes au niveau des centres de santé, de prise en charge? Bon, je pense qu'il faut que le président de la République, puisqu'il n'a pas de gouvernement, prenne en main la question de toute urgence et qu'il diligente la mise à disposition des ressources auprès des hôpitaux et des structures de santé. C'est extrêmement prioritaire. On ne peut plus se permettre d'attendre. Maintenant, l'autre question, c'est sur quoi je vais terminer, c'est aujourd'hui, on s'apprête à ouvrir les frontières. Comme le professeur Akori vient de le dire, on aura plus de 1000 passagers par jour qui vont rentrer dans le pays. Est-ce que notre plateau technique est prêt à accueillir tous ces cas? Est-ce qu'on est suffisamment outillé? Est-ce que cette décision n'est pas trop prématurée? Est-ce qu'elle ne va pas finalement compromettre le fait que nous sommes déjà en une régression de la maladie? Merci Mahamadou Diawara. Malheureusement, on n'a plus le temps. Nos invités, c'est la fin de cette édition. Nos invités étaient professeur Akori Ag Ikinan, directeur de l'INSP et coordinateur de la riposte contre la COVID-19 qui nous a rejoint au cours de ce débat. Cheikh Abdelkader Fofana de l'association des consommateurs du Mali Ascoma, Mahamadou Diawara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa, à la mise en onde Mahamadou Diawara, à la régie vidéo Peting Diara, à la présentation Imirana Kilomaïga avec une coordination de Mohamedou Touré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.